On va progresser dans cette émission. On va parler du carburant à présent. Et selon des indiscrétions que le terrorisme. Selon des indiscrétions, le gouvernement Mamadi Youla ne pourrait pas tout de suite procéder, en tout cas, se permettre un réajustement à la baisse des prix des hydrocarbures, en tout cas du prix du litre d'essence à la pompe. Et en cause un budget assez serré. Je vais commencer par l'économiste. Quel regard, quelle lecture vous faites de ce contexte économique assez difficile quand même pour le gouvernement, ce nouveau gouvernement guinéen, donc qui hérite d'une situation économique assez compliquée et qui a en face de lui cette demande des syndicats qui souhaitent voir le litre d'essence baisser de 8 000 à 5 000 francs guinéens. Pensez-vous que ce gouvernement a les marges de manœuvre aujourd'hui pour s'en sortir? Pourquoi pas, Bakar? Un gouvernement, c'est d'abord le symbole fort d'un État fort. Donc ils sont censés, n'est-ce pas, se pencher sur toutes les questions qui ont trait ou qui traitent, n'est-ce pas, de la vie de la nation. Donc à partir du moment où un gouvernement a pris la responsabilité de signer un engagement, d'appartenir à la flexibilité ou d'accompagner, n'est-ce pas, ces mesures-là au cas où il y a une courbe internationale, c'est-à-dire de l'évolution des prix qui varie à la baisse et qui s'engage à suivre, devrait naturellement réagir dès qu'il y a cet état de fait. Donc, dire aujourd'hui que nous sommes en train de réfléchir autour, c'est manquer un peu de repères. Depuis 2010... Il faut rappeler que les négociations s'ouvrent lundi. Non, j'ose dire que depuis 2010, le peuple de Guinée continue à faire trop de sacrifices. Le peuple de Guinée a fait trop de sacrifices. On a tellement serré qu'on ait pitié un peu, et que le regard qu'ils ont aujourd'hui de cette question, qu'ils regardent ça entre eux, mais qu'en attendant que les populations soient servies, qu'on essaie de réduire déjà, qu'il y ait un effort, qu'il y ait un acte, et après cette réduction, s'il y a lieu encore avec cette dégringolade qui continue, s'il y a lieu de réduire encore, il y a lieu de le faire. Est-ce que vous ne pouvez pas non plus oublier les contraintes budgétaires du gouvernement? Non, il y a les contraintes, mais c'est pas lié. Non, aujourd'hui, attention, c'est la même réaction que j'ai eue. Je veux bien aujourd'hui, tout le monde est unanime ce que Ebola a été pour notre pays. Mais avant que Ebola n'arrive, on avait des situations qu'on vivait. Il y avait des facteurs qui ont contribué à aggraver, n'est-ce pas, notre économie nationale. Donc ces réalités-là, il faut oser les aborder. Si on ne les aborde pas avec une certaine objectivité, on ne les aborde pas avec une certaine sincérité, on ne peut pas apporter des solutions à ces questions-là. Donc aujourd'hui, vous avez la TVA qui quitte 18% pour aller à 20%. Vous avez de nouvelles taxes qui sont créées. Vous avez encore le prix du carburant qui est en train de baisser sur le monde, c'est-à-dire dans le monde entier, le marché international, et que le gouvernement guinéen jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à réagir. Je dis qu'il y a un manque de bonne foi. Il y a lieu de revoir un peu ce schéma aujourd'hui et de réagir conséquemment. Nous étions à 9 000. On est tombé pratiquement à 8 000. Il y a une réduction de 8 000. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez l'échelle de la chute du prix, sincèrement, on devrait se retrouver aujourd'hui à la pompe dans une proportion de 5 000 à 4 000 francs le litre aujourd'hui. Malgré que l'État continue à subventionner ce produit stratégique. Ce n'est plus le cas depuis 2 ans. C'est plus le cas depuis 2000. D'accord. Je vous dis sincèrement, le vrai problème, il faudrait que les Guinéens, que les dirigeants guinéens aient une autre perception au-delà des actions de développement. Je dis que le développement, il n'est pas qu'infrastructurel. Il est d'abord social, culturel, avant d'être infrastructurel. Je vous donne un exemple. La Syrie aujourd'hui, toutes les infrastructures, tout ce qui existait, qui faisait véritablement l'image du développement de la Syrie, tout a été détruit. La seule chose qui reste aujourd'hui, c'est les hommes et la culture. Donc c'est pour faire comprendre à nos dirigeants que face à ces défis, nous sommes bien, les défis énergétiques aujourd'hui, tout et tout, parmi lesquels aujourd'hui la Guinée est en train d'avoir une certaine image, mais il y a le social. Ce sont les hommes d'abord. Attention, la misère et la pauvreté en République de Guinée sont en train de creuser. Vous pensez que forcément l'État doit faire un effort? Doit obligatoirement faire un effort pour récompenser ou pour remercier le peuple de Guinée qui n'a fait que scène de la ceinture. Bien. Bon, Lamine Moïma Cissé. Oui, moi je suis d'accord qu'il faut baisser le prix du carburant. Et moi j'ai peur pour le deuxième mandat du professeur Alpha Condé. C'est vrai que... Lamine, c'est un revirement quand même. Non, pas un revirement. Quel revirement? Je dis par rapport à la... Non mais écoutons-le, Mara, laissons-le finir.
d'une question économique. Il s'agit d'une question économique. Il faut qu'on aille un peu vite. Parce qu'il faut qu'on parle de Bahouri aussi. Il m'a distrait. Allez-y, allez-y. Complètement coupé mon nez là. Alors, moi je dis que pour le deuxième mandat, ça va être vraiment compliqué pour Alpha. C'est vrai qu'il n'y a plus une grande opposition pour le moment, une opposition forte comme on l'a connue pendant le premier mandat, politique en face. Et il a réussi par ses manœuvres politiques, par son habilité, par son habilité politique, je ne dirais pas à détruire cette opposition, mais à mettre à mal cette opposition. Mais l'opposition, la pure opposition, certainement viendra du camp du professeur Alpha Condé. Ce sont ces gens-là qui l'ont porté au pouvoir, mais qui vont lui demander beaucoup plus. Et parce qu'ils espèrent assez avec lui. Il leur a dit, pendant le premier mandat, presque, il l'a rappelé, Mara l'a rappelé, les gens ont passé le premier mandat à le sauver, à le protéger. Et se sont sacrifiés à ce que le deuxième mandat soit obtenu. Deuxième mandat obtenu, on espère maintenant qu'il faut vivre le paradis. Et cela ne sera pas possible avec tout ce qu'on connaît. C'est pas tellement tout ce qui est annoncé. Maintenant, il y a deux choses. Le déficit budgétaire est tel que et les opportunités sont encore moins pour l'État, ce qui fait que l'État a du mal cette année à faire face à toutes ses obligations. Donc ça, c'est une réalité. Alors, il va falloir que l'État diminue beaucoup les dépenses. Les dépenses, il l'a rappelé tout à l'heure, pas seulement construire des infrastructures, il faut s'occuper du bien-être, il faut faire la promotion des initiatives privées. Mais malheureusement, on a l'impression aujourd'hui que ce n'est pas la priorité de notre État. Notre État, sa priorité, c'est vrai que c'est donner le courant, c'est une bonne chose. Construire des routes, c'est une bonne chose. Le courant n'est pas donné, le courant est vendu à la population. Quand même, là. Non, le courant est donné. Non, ce n'est pas donné. On l'achète. Quand même. Non, le courant est donné. Non, ce n'est pas donné. Les compteurs sont là maintenant. C'est pas donné. Dans le sens que c'est fourni. Dans le sens que voilà, c'est fourni, mais c'est pas donné. Il faut bien prendre ça comme ça. Allez-y. Alors, donc, je dis, mais l'autre chose importante, c'est bien le travail. Le revenu du Guinéen, comment l'améliorer? C'est ça aujourd'hui le problème. Toutes les grondes que nous connaissons aujourd'hui. Mais avant, il faut créer la richesse. Oui, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, même dans le camp du professeur Alpha Condé, ce n'est pas simplement être promu à un poste, mais c'est pour le bien-être. Quand on dit que depuis 2010, on n'a pas tel, nous souffrons, c'est parce qu'ils n'ont pas où se débrouiller. Et quand on n'a pas où se débrouiller, on est très regardant dans ce que les autres font. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas seulement le carburant. Le carburant, il est important que le président doit baisser le prix du carburant. Mais on parle encore des universités privées qui seront, comment on appelle, qui disent être contraintes par l'État de fermer à partir du 31 janvier. Tenez-vous bien qu'il y a 40 000 étudiants qui sont dans ces différentes universités avec 5 000 salariés. Et quand ceux-ci seront dans la rue à partir du 31, ajouté à cette réclamation des syndicats dont toute la population est du camp de l'opposition que du camp de la mouvance, tout le monde y adhère. Et imaginez que ça va être très dangereux pour Alpha Condé. Il fait une description, il peint tout en noir. Une seule seconde, s'il vous plaît, une seule seconde. Simplement aujourd'hui, le schéma ou le paysage actuel est représenté de la manière suivante. C'est que vous avez aujourd'hui des jeunes qui forment une forte marge de la population en âge de travailler qui est au chômage, ça c'est un, mais qui se trouvent aussi les plus pauvres, être les plus pauvres. Donc ils sont jeunes et pauvres en même temps. Et vous avez des vieux qui sont les plus riches. Mais c'est les jeunes et les pauvres qui continuent à financer les plus vieux et les plus riches. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça cloche. Il y a lieu qu'on s'arrête et qu'on cesse maintenant de nous amadouer. Nous avons accepté, comme Mounioua l'a dit tout à l'heure, de procéder à de gros sacrifices, à les accompagner, à les protéger, mais qu'ils regardent les services sociaux de base. Il y a un minimum. L'électricité aujourd'hui, nous en remercions le bon Dieu, parce que vraiment, les efforts du professeur et de son gouvernement et de tous les Guinéens, n'est-ce pas, ont pu permettre à ce qu'on ait le courant. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, il y a la santé, qui est encore dans un état de précarité. Aujourd'hui, nous avons le système éducatif, nous avons notre agriculture, en dépit des efforts qui sont fournis. On revient sur le carburant, parce qu'à écouter les deux premiers intervenants, la Guinée est sur un baril de poudre. Il y a 4 ans, à Bakar, le prix du baril était à $115. $115. 4 ans. Aujourd'hui, on est en dessous de 30, 27, parfois même à $27 le baril. Le Premier ministre qui est un économiste, je voudrais bien qu'il nous explique pourquoi
il ne peut pas baisser le prix du baril. Non, je ne sais pas, parce que je lis souvent sur sa page Facebook des choses qui ne nous intéressent pas. Je vous assure qu'il raconte, alors que nous avons besoin de la réduction de ce prix du pétrole à la pompe pour que tout baisse pratiquement sur le marché. On n'avait même pas besoin d'augmenter, par exemple, le prix de la TVA de 18 à 20%. On pouvait simplement baisser le prix du pétrole à la pompe. Je vous assure, tout cela allait être revu. Tous les prix allaient être revus à la baisse, notamment les prix des denrées de première nécessité. Il l'a dit, vous avez des familles aujourd'hui à Kalom, au centre-ville, qui ont du mal à poser la marmite sur le feu. Je vous assure, les gens souffrent dans ce pays. Il en connaît, il est à cause ici. Il sait combien de fois les Guinéens souffrent. Au moins le Premier ministre, je pense qu'il aurait dû donner ce cadeau-là au peuple de Guinée pour dire, voilà, j'ai commencé à poser mes premiers actes, mais ce que nous voyons là, c'est regrettable. Je pense que c'est un économiste, il est tout sauf un économiste. Alors si le gouvernement ne baisse pas le prix du carburant, ça risque de bouillir. Absolument, on n'avait même pas besoin. Mais ça va être un chaudron. Écoutez, on n'avait même pas besoin d'attendre ou de dire aux syndicats, nous allons nous rencontrer le 25. C'est automatique. Alors au ministère des Finances, vous verrez qu'il y a une loi de flexibilité qu'il faut respecter. À chaque fois, je me souviens bien, au temps de compter, à chaque fois que le prix du baril montait, les ministres des Finances faisaient monter le prix. Au même moment, quand ça baissait, on baissait. Mais pourquoi on ne veut pas appliquer cette loi de flexibilité? Bien, merci. Moment très rapide. Je voulais terminer sur ce dernier point. Parce que ce mensonge-là du gouvernement, qui consiste à dire ou à faire croire à des journalistes et à la population que, disons, l'État subventionne le pétrole, ce n'est plus le cas. Je vous rappelle juste au sorti des élections législatives de 2013, l'actuel patron de la Cour des comptes, alors ministre du budget, quand il préparait le projet de loi des finances, exercice 2014 déjà, moi, me l'avait affirmé, il avait dit à mon micro, j'étais ce jour avec Bassekou, il avait dit que cette loi-là entrait désormais en vigueur et ça a été le cas. À partir de là, l'État a arrêté de subventionner, sur ordre d'ailleurs des institutions de Bretton Woods. Oui. Depuis 2 ans, c'est le gouvernement guinéen qui gagne sur le pétrole. Oui. Ce n'est pas l'inverse. Attention, c'est un mensonge. Quand on dit que les fondamentaux de l'économie sont au rouge à cause d'Ebola, c'est faux. Ebola est venu peut-être aggraver un fait. La Côte d'Ivoire, plutôt la Sierra Leone et le Libéria ont eu des croissances plus que positives. C'est nous seuls qui sommes en récession. Donc ça ne tient pas du tout la route, ce qu'on raconte là. Donc, la seule chose qu'ils peuvent nous dire, c'est que par, disons, le maintien de ce prix-là, ils veulent financer le déficit budgétaire. Parce qu'aujourd'hui, incapable de mobiliser le FINEX, notamment les financements extérieurs, ça c'est un problème pour l'État guinéen. À cause de la malgouvernance ambiante, aujourd'hui, les bailleurs de fonds traînent des pieds pour revenir nous aider. C'est ça la vérité, c'est ce qu'on ne nous dit pas. Maintenant, de l'autre côté, il faut nécessairement que ça baisse. Je ne peux pas comprendre que l'huile et la farine qui n'étaient pas taxées, qu'on les taxe aujourd'hui de 0 à 20%, l'État l'engrange, l'État dit, vous allez payer l'électricité plus cher, vous n'avez pas, vos enfants vont se retrouver à la rue parce qu'on ne peut pas payer. Les nouvelles taxes sur la téléphonie, ça également, ça vient. On ne peut pas payer vos factures dans les universités privées. Les loyers, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes au mois de janvier, à chaque janvier en Guinée, les loyers grimpent partout. Que le gouvernement fasse attention. À mon avis, il est en train de jouer un jeu dangereux, parce que ce type de jeu-là, rappelez-vous 2006 et 2007, ce ne sont pas les syndicats réellement qui ont demandé aux populations d'aller dans la rue. C'était le rasoir. Le gouvernement guinéen n'est pas loin de là. À mon avis, période de grâce terminée pour Mamadi Doula. Il doit se mettre au travail. C'est terminé. Oui, parce qu'il y a de mauvaises mesures. Je veux enrichir un peu ce que Mohamed a dit sur le litre de carburant, le litre de gasoil récent. L'État prélève 250 francs pour le fonds d'entretien. Et qu'il y a quelle route? Allez-y sur la corniche de Madina. Depuis combien d'années on attend pour que l'État fasse ça? On va demander 4 minutes à la réalisation, si vous permettez. Le temps de faire ce tour de table pour parler du retour des Baouri. C'est vrai que Baouri rentre dimanche et on se pose beaucoup de questions sur ce que va être l'avenir de l'UFDG avec ce retour. On va commencer par la gauche, très rapidement. Ben, écoute, on ne peut pas... Une chance ou un péril
ce retour pour l'UFDG? Moi, je pense aujourd'hui que Bahouri doit retourner, il retourne dans son pays. C'est un citoyen guinéen. C'est tout à fait normal qu'on l'accueille parce que tout simplement, il appartient et il a une position remarquable au sein de son parti. Et le président de ce parti vient de faire la très bonne illustration en demandant à l'ensemble des militants, n'est-ce pas, d'aller recevoir, de se mobiliser. Non, qu'il ait le choix ou pas, mais je dis simplement aujourd'hui, Bahouri rentre chez lui. Ça ressemble à une annonce du bout des lèvres. Hein. Quoi qu'il en soit, on a besoin aujourd'hui que, pratiquement, il faut le reconnaître, la seule vraie opposition qui nous reste dans ce pays aujourd'hui, c'est l'UFDG et Faya Milimono, mais ils n'ont pas le même poids. Il faut le reconnaître. Ça, donc, ils ont tout à jouer en faveur d'une certaine unité que d'être plutôt divisé, effrité. Et dans cela, moi, je me dis que Bahouri, en venant en République de Guinée, aujourd'hui, les Guinéens ont beaucoup plus soif, comme j'aime le dire, d'un renouveau que véritablement d'un changement. Et donc, il y a lieu que Bahouri comprenne ça. Il le dit dans ses discours. Les besoins sans cesse croissants des uns et des autres qui constituent aujourd'hui la nation guinéenne devraient être pris en compte. Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'ils se disent que c'est lui qui a, n'est-ce pas, la science infuse et que c'est lui seul qui sait là où il peut mener son parti. Merci. Donc il faudrait qu'il trouve ce cadre de cohérence en vue de s'insérer, de s'intégrer, de s'approprier afin de mettre justement son parti sur... Mohamed Marad, quel est vous percevez ce retour? C'est une chance ou une menace? C'est une chance énorme pour l'UFDG si l'UFDG c'est la preuve d'humilité. D'humilité, parce que moi je crains une chose. Hein. Il y a un effet boomerang. Le président est en train de laminer son opposition. Mais voyez, les critiques aujourd'hui sont de plus en plus tournées contre lui. Si cette opposition-là, elle meurt, à mon avis, Alpha Condé aura pour opposition, et cette fois-ci la plus forte qui existe au monde, ce sera le peuple. Et ça, à mon avis, non, même pas la société civile. Il a besoin de partis d'opposition forts, justement, parfois, pour qu'il y ait moins d'effets de mécontentement de la part de la population. Mais si lui seul, il prend tous les coups, à mon avis, il va en souffrir. Ce qui va arriver, aujourd'hui, à mon avis, Bahouri doit comprendre qu'avant tout, l'UFDG, ce n'est pas sa chose. C'est son bébé, mais ce n'est pas sa chose. De l'autre côté, et là, je sais, Loudalen Diallo doit nécessairement mettre de l'eau dans son vin. Il y a des sirènes de la division, de la haine autour de lui qui n'arrêtent pas de parler. Il y a des personnes, parfois, quand je les entends parler sur la place publique, je me demande parfois, est-ce qu'ils prennent la mesure de ce qu'ils disent? Parce que c'est loup, aujourd'hui, a intérêt à avoir une posture de rassembleur. Aujourd'hui, il a la chance plus que jamais, parce que l'opposition est quasiment laminée. Aujourd'hui, il est pratiquement le seul à pouvoir représenter cette opposition-là, donc à avoir une envergure plus forte. Bien. Mais cela dépendra de lui, encore une fois, qu'il accepte le combat des idées, qu'il accepte que l'UFDG soit démocratique et non pas une religion ou un parti à une pensée unique. Voilà. Vous savez, après toute élection présidentielle, il y a ce qu'on appelle la recomposition du terrain politique. Donc, on l'a vu à l'IFDG au début, le RPG Arc-en-Ciel, ça continue, qui continue à désavouer Alpha Condé, certains militants. C'est ça la vérité. C'est le sujet d'ailleurs qui va venir la semaine prochaine dans cette émission. Et donc, non, mais je vais parler de l'UFDG tout à l'heure. Peut-être tu vas me dire que j'en veux aussi à l'UFDG. Moi, j'analyse, je dis les choses telles que je les constate. Donc, je dis aujourd'hui à l'UFDG qui est en train de traverser une période difficile. Mais moi, je salue la grandeur de Cellou Dalein Diallo qui a accepté enfin d'appeler les militants à réserver un accueil chaleureux à Bahouri. Et parce que ça, ce n'était pas... Est-ce que c'était pas un petit coup politique, une manière de se dédouaner? Non, oui, c'est de la réelle politique. C'est de la réelle politique. Vous savez, ça reste discutable. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. Les gens l'ont souhaité. Il a fait montre de grandeur, je l'ai dit tout à l'heure. Il a fait preuve d'humilité en se mettant au-dessus de la mêlée. C'est ce qu'il doit faire étant le président jusqu'au prochain congrès de l'UFDG. On va voir ce qui va se passer. Est-ce que cette marque de grandeur de Cellou Dalein Diallo va mettre un bémol dans les velléités, dans les ardeurs de Bahouri? Je n'en doute pas, mais les choses seraient sans doute se régler, mais pas comme ça pouvait l'être si Cellou Dalein Diallo n'avait pas appelé les militants. Merci. Pour clore? Et pour clore, je dirais que l'UFDG pour moi est un peu comme un bateau qui a pris de l'eau, qui doit avoir un capitaine. Mais au sein de l'UFDG, je pense qu'il y a deux capitaines.
Bahouri a les mêmes ambitions politiques que Cellou Dalein. Bahouri rentre au pays, ce n'est pas pour accompagner Cellou Dalein, mais c'est plutôt être sur la liste de ceux qui seront demain candidats pour les élections présidentielles de 2020. Je sais de quoi je parle. Et Bahouri a le soutien aujourd'hui d'un opérateur économique qui est M. Sadakadji, qui va le financer. Certainement, vous verrez Sadakadji à l'aéroport demain, avec des t-shirts à l'image de Bahouri, en le présentant comme le prochain candidat de l'UFDG. Donc je vois plutôt une confrontation dans les jours à venir entre M. Bahouri et Cellou Dalein. Vous voyez Bahouri aller se faire recevoir par les militants de l'UFDG au siège? Bon, on l'attend au siège. On l'attend au siège. Je pense qu'au départ, le parti, certainement il viendra. Au départ, le communiqué que l'UFDG avait fait passer, c'était pour amener Kalemonou, qui est le 4e vice-président de l'UFDG, accompagné d'une délégation à l'aéroport. Et nulle part on avait entendu que Cellou allait faire le déplacement. Maintenant que Bahouri était attendu, au siège, tout de suite le parti a bondi et a bondi en disant voilà, le président ira, le président du parti ira au siège du parti recevoir M. Bahouri. Ça c'était hier, je pense. Bien sûr. C'était hier. Aujourd'hui, je vois plutôt une confrontation entre ces deux personnes, parce que tous ont des ambitions pour aller au présidentiel de 2020. Et c'est la même tranche d'âge. Absolument. Eh bien, c'est de cette manière, en tout cas, qu'on se quitte au compte du numéro de ce dimanche. Merci à tous les quatre. Ibrahima Sori Diallo, journaliste indépendant. Lamine Monyouma Sissé, journaliste à Gig FM. Moussa Djoumessi, économiste consultant. Et Mohamed Mara, qui est co-animateur dans cette émission. La semaine prochaine, on reparlera de la crise au sein du RPG Arc-en-Ciel. Bien entendu, avec Lamine Monyouma Sissé. On parlera aussi du haut représentant du chef de l'État qui tarde toujours à prendre fonction. Merci à l'équipe de cadrage, merci à Alassane qui était à la réalisation, merci à vous qui nous avez regardé à la télévision depuis Sigiri. Au revoir, portez-vous bien. À la semaine prochaine.